Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. Alors j'en profite pour remercier tous nos auditeurs qui, chaque dimanche, sont de plus en plus nombreux, ce qui nous encourage à continuer de présenter l'écologie sous un angle positif et optimiste, et en apportant bien sûr des solutions concrètes portées par des entrepreneurs novateurs et passionnés. Alors aujourd'hui, dans la seconde partie de notre émission, j'aurai l'honneur de recevoir Joanne de Cotigny, président fondateur de l'entreprise Osapay, créatrice d'une super application et d'une crypto-monnaie au service des libertés individuelles et de l'économie de proximité. Mais pour l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Goncalves, président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires, directeur de l'Institut Ohatien Dong et de l'Institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée, mais également vice-président de l'Institut européen de l'écologie positive. Bonjour Gilles, quel CV! Bonjour Christophe Debien. Il vous faut au moins une carte de visite au format A4 pour y inscrire tous vos titres. Multifonction. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui avec Gilles Goncalves, nous allons parler santé et écologie, car on l'oublie souvent, mais ces deux thèmes sont très étroitement liés, considérant que l'état de notre environnement a un impact direct sur notre santé, bien sûr. En plus, comme vous êtes un spécialiste des médecines naturelles et complémentaires, Gilles, vous privilégiez des approches douces et naturelles, souvent en harmonie avec l'environnement. Alors, cher Gilles, pouvez-vous nous expliquer d'ailleurs ce que sont la médecine naturelle et la médecine chinoise ? Alors, déjà, je ne représente pas la totalité de la médecine traditionnelle chinoise, puisque, en fait, chaque école, chaque obédience est calée sur son mouvement en fonction de l'époque de référence, les Tang, les Song, etc. Donc la médecine chinoise, particulièrement que je pratique, est une médecine chinoise qui a évolué au niveau du temps avec les modalités de la médecine moderne. On s'est calé progressivement dessus jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Mais la médecine traditionnelle chinoise est très connue quant à son approche holistique, d'un point de vue général, et des possibilités qu'offrent plusieurs techniques qui sont connues sous la forme d'acupuncture, de phytothérapie, de tuina, donc des massages médicaux, de qigong, donc d'exercices de santé et de diététique. Donc c'est une approche très globale. Alors ça veut dire que vous pratiquez une mouture moderne de la médecine chinoise, c'est ça ? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, il faut se caler sur l'avancée de la physiologie, de l'hormonothérapie, de la neurologie. Donc en fait, on a des champs d'application liés à ces domaines modernes de la médecine. Alors, je crois savoir que vous avez une clinique avec une équipe de médecins, praticiens, infirmières, dans laquelle vous traitez les maladies chroniques sur une base de médecine naturelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, ce plateau clinique, un plateau de jour, qui est constitué de 3 pôles. Donc, un pôle de traitement, donc l'accueil des patients, donc principalement des maladies auto-immunes. Un deuxième pôle qui consiste à l'enseignement, parce que c'est important pour nous de continuer à dispenser des cursus en médecine traditionnelle chinoise, en neuropsychologie notamment, et en médecine fonctionnelle. Et un troisième pôle de recherche, évidemment, parce que c'est assez facile de traiter dans ce qu'on sait faire, mais il y a beaucoup de patients qui néanmoins restent en panne pour X raisons qu'on n'arrive pas vraiment à soigner. Donc on collige énormément d'informations pour trouver des solutions, avancer dans les méthodes et dans les techniques de soins. Alors par exemple, quel est le type de pathologie que vous traitez habituellement ? Principalement des maladies auto-immunes, parce que le point d'appel c'est la rhumatologie, mais on glisse très facilement sur de la maladie auto-immune, pour le grand public, des polyarthrites rhumatoïdes, des lupus, et on traite aussi quelques maladies neurodégénératives. Mais à quoi sont dues ces pathologies chroniques dont vous parlez ? Là, on rentre dans le champ du compliqué, si je puis dire, parce qu'elles sont polyfactorielles. Donc, il va sans dire qu'aujourd'hui, l'état des sols, de l'agriculture, de ce qu'on mange, influe complètement sur la diététique, puisque les produits qu'on mange sont complètement bourrés de pesticides, de polyfluoroalkylés ou de perfluoroalkylés, ce qu'on appelle les PFAS. Donc ces PFAS sont un peu partout dans notre environnement. On les appelle aussi les polluants éternels. Alors c'est vrai que la tranquillité de notre discours aujourd'hui ne permet pas forcément aux auditeurs de porter le poids de la gravité de ce qu'on ingère toute la journée. Mais on est
vraiment au niveau du génocide. Oh là là, vous nous faites peur. Il y a souvent un aspect émotionnel dans les maladies et notamment un choc émotionnel qui pourrait être à l'origine de certaines pathologies, c'est ça ? Absolument. Alors, évidemment, la difficulté, c'est de savoir qui a commencé. Est-ce qu'il y a un déclenchant psychologique qui a emmené une pathologie physiologique ? Ou est-ce que c'est une pathologie physiologique qui emmène des désordres psychologiques ? Donc on appelle ça des transposés, mais dans tous les cas, on creuse des deux côtés de manière égale, parce que en fait, le corps, l'esprit, et puis toutes les informations, qu'on peut aussi qualifier de polluantes, dans notre environnement socio-culturel, économique et personnel, affectent complètement notre comportement, couplé à ce que je disais tout à l'heure, un abaissement en fait des possibilités de la santé physiologique de par la nourriture qui est truffée de problèmes, pour rester poli. Alors, on va revenir un peu à nos moutons. Selon vous, quel est le lien entre la médecine et l'écologie ? Elle est très simple parce que si je reprends la définition de l'écologie qui consiste en 3 pôles, donc l'humain, ce qu'il est dans ses caractéristiques, ce que produit l'humain, deuxième pôle, et ce que produit l'humain en interférence avec son environnement, social, économique, personnel, etc. Eh bien, l'écologie, en fait, regarde cette tripartite, si vous voulez, de manière à en analyser les possibilités d'équilibre ou pas. Donc, la santé de l'humain, comme on l'a décrit dans le pôle numéro 1, et sa santé psychologique, sa santé physiologique, interdépend complètement de ce qu'il va faire dans sa vie et de comment est-ce qu'il va participer à ouvrir ou détruire son environnement. Alors, justement, on regarde tout ce que vous venez d'évoquer. Quelle est la meilleure place pour les médecines naturelles aujourd'hui ? Alors, je dirais que dans le temps, on peut les positionner sur 3 grandes parties. D'abord en préventif, parce qu'il faut récupérer notre potentiel, en fait, nos principales fonctions. On peut utiliser les médecines naturelles dans le curatif et les médecines naturelles dans l'aspect chronique, en récupération des systèmes. Et les médecines naturelles, puisqu'il y en a plusieurs, est-ce qu'elles se valent toutes ? C'est pas qu'elles se valent toutes ou pas, c'est une question extrêmement complexe. Il faut mettre des curseurs d'efficacité parmi ces médecines naturelles. Donc on connaît très bien la médecine chinoise qui est utilisée dans les hôpitaux un peu partout en Asie, effectivement. Il y a des millions de médecins qui l'utilisent. On connaît l'ostéopathie qui n'a plus à faire ses preuves non plus. Une forme de naturopathie très évoluée. Je pense aussi à la phytothérapie clinique en particulier. Et puis il y a d'autres médecines qui sont un petit peu plus lointaines, qui sont plus du bien-être, d'ordre, entre guillemets, classé sous le label énergétique, tout venant en fait. Alors, une question un peu plus polémique, on va dire. Il y a un mouvement que l'on appelle New Age, dont on parle régulièrement, et qui vient attaquer très fort ce secteur et parfois le discréditer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le New Age vient perfuser toutes les couches de la société, tant au niveau économique qu'au niveau psychologique. Dans les cabinets de psy, il y en a qui se servent de cette rhétorique du New Age qui est très facile à acheter parce qu'elle n'engage aucune réflexion, elle est très logico-admissible, sans effort, et elle perfuse malheureusement dans les médecines naturelles. Mais le New Age, il faut quand même, si je peux me permettre de faire un petit détour, est pour moi l'équivalent du transhumanisme. Parce que le transhumanisme, dans son aspect physiologique, c'est de mettre quelque chose dans une personne pour qu'il soit piloté, donc de l'extérieur, donc il est soumis à une autorité. Le New Age, c'est exactement la même chose, c'est une forme de spiritualité invocatrice qui met quelque chose de plus que l'humain, et donc qui pilote l'humain. Donc on est dans le même pendant. Et je pense que les gens ont du mal à jauger qu'on est dans exactement la même chose, et du transhumanisme physio, et du transhumanisme psycho-spirituel. Et qu'est-ce que vous pensez du développement de l'intelligence artificielle qui touche tous les secteurs, y compris celui de la médecine classique, mais aussi le secteur des médecines naturelles ? Qu'est-ce que vous en pensez ? L'intelligence artificielle était incontournable. On peut l'utiliser en médecine, effectivement, pour prévoir, c'est-à-dire avoir des capteurs suffisants pour prévoir, par exemple, dans un EHPAD, les chutes de tension des gens avant qu'ils ne la ressentent eux-mêmes. Dans les aspects les plus techniques de la médecine, pour aider à la chirurgie, par exemple. Mais je pense qu'elle est très mauvais ton de l'utiliser en cabinet, comme par exemple, on le voit parfois chez certaines personnes utiliser des protocoles issus des intelligences artificielles pour soigner des gens ou avoir des réponses. Je trouve ça vraiment...
sans aucun sens. Alors, vous avez des fonctions également dans d'autres secteurs qui se rejoignent. On en a parlé tout à l'heure. Vous êtes notamment vice-président de l'Institut européen de l'écologie positive à Genève. Est-ce que vous pouvez nous en parler, enfin nous faire un bref portrait de ce qu'est l'Institut et pourquoi écologie positive? Bien sûr, déjà positive parce qu'on sort du greenwashing classique, la culpabilisation des citoyens quant à ce qu'ils sont en train de... en tout cas, le citoyen est tout le temps fustigé dans un mauvais comportement, alors qu'au départ, ce qu'on devrait fustiger, ce sont surtout les industries. Réorienter en fait la culture de nos sociétés vers quelque chose de beaucoup moins polluant, de manière à pouvoir offrir aux citoyens justement quelque chose de plus propre. Et cet institut consiste à aider les différentes entreprises dans ce qu'on pourrait appeler la transition, c'est un mot à la mode, mais la transition du bon côté, c'est-à-dire des solutions réellement intéressantes pour elles, technologiquement viables à long terme pour les aider à se développer. Alors en conclusion, on peut donc dire que les médecines naturelles et l'écologie partagent des valeurs communes, telles que le respect de la nature, la durabilité et l'équilibre, et elles soutiennent ainsi un mode de vie bénéfique pour la santé individuelle et pour notre planète. Merci infiniment, cher Gilles Goncalves, président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires, directeur de l'Institut Hoa Tien Dong et de l'Institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée, mais aussi vice-président de l'Institut européen de l'écologie positive. Nous nous retrouvons dans quelques instants sur Sud Radio avec Thibault, le French Trotter, pour un nouveau reportage en immersion. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Alors, il est maintenant l'heure de retrouver Thibault, le French Trotter. La semaine dernière, nous avions découvert le rôle crucial de la collecte de données dans la décarbonation de l'industrie et notamment des chantiers. Mais pour en savoir plus, Thibault nous emmène aujourd'hui à l'espace Léonard à Paris, un lieu où se regroupent des startups très prometteuses. Bonjour Thibault. Exactement Christophe. On a découvert Hibou avec 2 O. Charles Bénard, son cofondateur, nous a expliqué que cette jeune entreprise analyse les données de plus de 120 000 machines de chantier dans le monde pour optimiser leur productivité et réduire leur impact carbone. L'idée, repérer les sources d'émissions et les temps d'utilisation inutiles pour améliorer l'efficience énergétique. Pour mieux comprendre concrètement comment ça fonctionne, Charles m'a donné un exemple précis. Si on prend par exemple une entreprise qui va gérer des carrières, elle va possiblement avoir un site avec des parcours particuliers, avec une logique entre des endroits de chargement et des endroits de déchargement. Et c'est pas si facile de mesurer le va-et-vient et tout ce qui se passe, toute cette cinématique qui existe sur ce chantier. Et c'est là où en fait la donnée va être très utile, parce que la donnée elle va me permettre d'avoir en quasi temps réel la bonne compréhension de que fait ma machine, combien de temps elle passe à tel endroit, où est-ce qu'elle ralentit, où est-ce qu'il y a des vitesses qui sont trop élevées, pas suffisamment élevées. Et donc on va toucher à plein de cas d'usage. Le taux de ralenti, on l'a dit, donc ça peut être le surdimensionnement des ressources, ou à l'inverse, pas assez de ressources. Ça peut être un parcours qui est mal fait, et donc du coup il y a des taux de ralenti, les machines sont en bouchon, et résultat, la production perd en efficience. Ça peut être des parcours qui ne sont pas sécuritaires, ou des pilotes qui vont conduire en dehors des heures qui sont réglementées à l'échelle européenne. Et donc les données, c'est finalement un peu une capacité d'observer de loin, et derrière, d'ajuster son plan de pilotage. Ces données, comment elles sont recueillies ? Alors ces données sont recueillies par le biais de l'informatique, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut savoir que la grande majorité des machines que l'on achète, elle est connectée dès l'usine. Et donc notre outil, un peu comme si on allait se connecter sur sa propre boîte mail, on y saisit son identifiant, son mot de passe, et derrière on vient absorber la donnée. Ensuite, donc, il y a une partie reporting, il y a une partie recommandation. Exactement, donc là on a parlé du premier étage de la fusée, prendre le contrôle de sa donnée. Maintenant, il faut le contexte pour pouvoir tirer profit de cette information. C'est notre propre applicatif. Nous, on le présente un peu comme un assistant de gestion de flotte par la donnée. L'idée est d'aiguiller nos interlocuteurs avec des informations qui possiblement ne seraient pas disponibles à première vue dans son quotidien. J'ai 40% de taux de ralenti sur tel type de machine dans tel type de chantier. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Et nous, on est capable d'apporter un référentiel qui va donner une boussole. C'est bien, c'est pas bien. Je m'aperçois que sur les quelques milliers d'autres machines que Hibou traque, il y a effectivement telle tendance qui se génère. Est-ce que je suis positif ? Est-ce que je suis au-dessus, en dessous ? Comment est-ce que je peux m'aiguiller par rapport à ça ?
Est-ce qu'on pourrait imaginer un outil hibou à destination du grand public pour les véhicules du quotidien, les machines du quotidien ? Écoutez, vous suscitez une bonne idée. Hibou aujourd'hui n'existe pas encore malheureusement pour les véhicules du quotidien. On est en train petit à petit de pénétrer ce segment de marché. On a d'ailleurs rajouté à notre catalogue de sources Stellantis, qui va du coup proposer les marques comme Peugeot par exemple. Mais je pense qu'en tout cas, on a à cœur de fournir le plus simplement possible à tous ceux qui le souhaitent les informations qui permettent de traduire une consommation en CO2 équivalent, ne serait-ce que pour susciter l'éveil et la conscience de qu'est-ce que ça veut dire cette émission carbone. Alors bravo à Charles et à Hibou de nous faire prendre conscience de la réalité de cette émission carbone. Pour en savoir plus, bien sûr, rendez-vous sur leur site www.hibou, donc hib2o.io. Voilà, merci Thibaut. On vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures tout aussi palpitantes. Nous sommes maintenant de retour dans les studios de Sud Radio, la planète demain, où nous accueillons maintenant Johan de Cotigny, président et fondateur de l'entreprise Osapay, qui est créatrice d'une super application et d'une crypto-monnaie au service des libertés individuelles et de l'économie de proximité. Je ne me trompe pas ? C'est bien ça, Christophe. Bonjour, Johan. Bonjour. Alors, une super application, c'est quoi ? Alors, une super application, dans sa définition, la première des choses qu'elle doit faire, c'est apporter une solution donc, de paiement, mais surtout, apporter enfin du temps. Parce que le temps n'est pas assez valorisé aujourd'hui dans notre société. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir une application de paiement multiservice. Alors, comment les super applications redéfinissent-elles l'accès aux services financiers pour les citoyens et les entreprises ? Eh bien, ça la redéfinit comment ? Tout simplement qu'une super app embarque, dans tous les cas, le côté bancaire, mais également donc, le côté crypto-monnaie. L'idée d'une super application, c'est d'offrir tout un panel de services en une seule app, qui permet justement d'accéder à la fois au monde qu'on connaît aujourd'hui, qui est bancaire, mais aussi donc, la finance décentralisée, la blockchain, donc les crypto-monnaies. Alors justement, les crypto-monnaies, parlons-en. Selon vous, en quoi les crypto-monnaies permettent-elles une plus grande autonomie financière pour les individus et les commerçants ? Alors, pour ce qui est de l'autonomie financière, là, en fait, on va rentrer donc, dans la technologie en tant que telle. Elle est effectivement efficace, surtout quand cette crypto-monnaie est auto-détenue par l'utilisateur. Si par contre, si on revient dans l'ancien système d'avoir une crypto-monnaie déposée dans une banque crypto comme Binance, l'intérêt n'est plus vraiment le même. Donc l'idéal, effectivement, c'est de permettre à toutes et à tous d'autodétenir leurs propres actifs. Donc ça veut dire que l'autodétention des cryptos, c'est la garantie de la souveraineté économique des utilisateurs, c'est bien cela ? Effectivement, je rajouterais donc la souveraineté individuelle, et ce qui ferait donc du coup en sorte d'avoir une réelle souveraineté au niveau national, et plus encore. Et quels sont les freins actuels à l'adoption des paiements en crypto-monnaie dans l'économie de proximité, ou comment lever ces freins s'il y en a ? Les taxes. Les taxes, tout simplement. Il y a encore les taxes et les régulations aussi de la loi MICA. Après, effectivement, c'est tous des sujets donc, sur lesquels j'ai étudié ces 10 dernières années. Effectivement, aujourd'hui, si on doit faire un paiement en crypto-monnaie, le gros problème que nous avons, c'est qu'à chaque paiement d'un bien ou d'un service, cela implique une taxe de 20%. Automatiquement. Ah oui. Donc quand vous imaginez d'un paiement crypto-monnaie, donc vous avez 20% de taxes sur ce paiement, mais ensuite vous avez forcément en plus la flat tax qui s'ajoute, ce qui nous ferait quand même une taxe délirante de 50%. Alors, au-delà de l'aspect finance, en quoi posséder une super application comme celle que vous proposez serait un plus face à la multitude des applications existantes ? Mais en fait, on revient donc à cette première question, la fondamentale, c'est-à-dire donc le côté temps à gagner pour un entrepreneur, mais aussi pour un consommateur. On va prendre l'exemple très concret d'un entrepreneur qui veut se lancer ou qui a tout simplement déjà son activité. Grâce à une super application, on peut mettre en avant donc son entreprise, gagner en visibilité et gagner en autonomie de pilotage. Et quel impact les technologies financières ont-elles sur les échanges économiques locaux et l'indépendance des commerçants finalement ? Alors, pour cet impact, c'est encore une fois donc le côté taxe, de comment en fait on le propose sous format donc de super app. Comment fonctionne en fait ce système ? Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'une super application en soi, elle est utile si vraiment elle était réfléchie grâce encore une fois à ce système d'autodétention qui permet donc de passer d'un système crypto à un système euro très aisément. Et est-ce qu'on peut imaginer un futur où les super applications remplaceront totalement les institutions bancaires classiques ?
J'aimerais dire oui, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que historiquement, les banques sont ancrées déjà ici depuis plusieurs années et plusieurs siècles. Donc non, je ne pense pas que les super apps puissent remplacer un jour les banques. Quoique, ça peut-être arriver, mais je ne pense pas, étant donné que les banques sont déjà, à l'heure d'aujourd'hui, en train de réfléchir à des super applications qui embarquent justement le côté euro, le côté crypto et même d'autres devises. Tout le monde s'y met donc. Exactement. Quels sont les avantages pour un pays comme la France de posséder une super application ? La souveraineté, enfin, une vraie souveraineté numérique, de data et de finances. Forcément, une super app, chaque pays national qui souhaite aujourd'hui avoir une réelle souveraineté, il est obligé, enfin ce pays sera obligé d'adopter une super application. Parce que cette super application va à la fois protéger la data des utilisateurs, mais aussi la finance des Français et autres. Alors pourquoi l'autodétention des fonds est-elle un élément clé de la sécurité de la souveraineté financière sur Osapay ? C'est très simple, on va prendre un exemple très concret de 2022 avec l'affaire FTX, où un fondateur avait fait un peu n'importe quoi dans sa gestion, parce que tout simplement que FTX fonctionnait comme une banque. Ici, chez Osapay, nous ne sommes pas une banque. La banque, c'est chaque utilisateur. Et on relie chaque utilisateur grâce à la blockchain et à la finance décentralisée donc de Solana. Solana, c'est quoi précisément ? Alors Solana, c'est une blockchain avec un système de finance décentralisé et une gouvernance en Suisse. Donc on pourrait le comparer au Bitcoin, mais cette fois-ci on connaît enfin le fondateur. Alors côté consommateur, est-ce que, puisque ça va intéresser nos auditeurs, est-ce que Osapay se positionne comme un optimiseur de pouvoir d'achat ? Et si oui, comment ? Alors oui, tout à fait. Comment ? En offrant enfin un écosystème commercial simplifié pour les professionnels, qui aura forcément un impact direct avec les consommateurs, parce que le professionnel, en plus de pouvoir piloter son entreprise, va permettre de mettre en place un système de remise à l'ensemble de ses clients, mais aussi un système de cashback en crypto-monnaie. Alors actuellement, vous avez une version alpha, test, qui est déjà disponible sur votre site internet Osapay. Quand est-ce que vous envisagez sa commercialisation finale finalement ? Pour le mois de juin 2025. C'est très proche finalement. Exactement, très proche. C'est très proche. Et quelle est la vision à long terme d'Osapay pour un écosystème financier plus libre et décentralisé ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes un hybride entre le centralisé et le décentralisé. L'idéal, c'est de continuer dans l'idéologie de la décentralisation et de rendre cette application une DApp, donc une application décentralisée. Merci beaucoup, Johan de Cotigny, président fondateur de l'entreprise Osapay, créatrice d'une super application et d'une crypto-monnaie, vous l'aurez compris, au service des libertés individuelles et de l'économie de proximité. On se retrouve dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio, La Planète Demain, avec de nouveaux invités passionnants comme ceux d'aujourd'hui. À très vite, les amis. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.